Jacques Aristide à Washington, tout un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro du Washington Forum. Coup de projecteur sur la reprise des combats en République démocratique du Congo. Le Nord Kivu, de nouveau le théâtre d'une énième guerre qui a éclaté 4 jours après l'échec des pourparlers de paix entre le gouvernement congolais et le M23. Avancée de l'armée régulière et déroute des rebelles, d'après l'ONU. Mais ce revirement de situation laisse-t-il entrevoir un retour à la paix ou au contraire une internationalisation du conflit? Décryptage. Washington Forum. Mille merci de votre fidélité à la VOA. Le conflit congolais, analyse et commentaires de nos invités tout à l'heure. Et en fin d'émission, pourquoi des artistes congolais n'arrivent pas à se produire à l'étranger? Mais d'emblée, place à la Minute Info. Bunagana est tombé. Tout un symbole, car Bunagana était jusqu'à mercredi le fief politique du M23. Les troupes congolaises, épaulées par les forces onusiennes, ont récupéré tous les bastions du mouvement rebelle dans l'est de la République démocratique du Congo, à tel point que la fin militaire des mutins est ouvertement évoquée. Le langage des armes a donc supplanté le dialogue, mais l'ONU est toujours en quête d'une solution politique près de 2 semaines après l'arrêt brutal des pourparlers de paix à Kampala. Le compte-rendu de Nicolas Pinault. Les canons tonnent à nouveau dans le Nord Kivu. L'armée congolaise est passée à l'offensive pour chasser le M23 de ses positions. Une avancée éclair sur Kiwanja, Kibumba, Rumangabo ou encore Rutshuru. Aidés sur le terrain par les casques bleus de la MONUSCO, les FARDC semblent avoir inversé le rapport de force. Le chef de la MONUSCO, M. Kobler, nous a fait part des informations suivantes. Tout d'abord, on peut dire aujourd'hui que le M23 est militairement fini. L'attaque conduite par les forces armées de la République démocratique du Congo, avec le soutien de la MONUSCO, a été un succès. La plupart des positions tenues par le M23 ont été reprises par les forces armées de la République démocratique du Congo. Le M23 lui se refuse d'entonner le chant de la défaite. Pourtant, le mouvement du 23 mars a été chassé de son fief de Bunagana, poste frontière avec l'Ouganda. Sultani Makenga et Bertrand Bisimwa sont donc à la tête d'une rébellion sur la défensive. Affaibli par la scission avec le pasteur Runiga, un temps à la tête de la rébellion, le M23 doit aussi compter sur la pression accrue de la communauté internationale. Si cette défaite militaire se confirme, la stabilité dans l'est de la RDC n'est pourtant pas garantie. Comme dans toutes les crises dans la région depuis 15 ans, le Rwanda de Paul Kagame détient peut-être la réponse. Le Rwanda dément soutenir le M23, mais Kigali reste l'acteur incontournable dans la résolution des conflits. C'est des guerres à répétition à des périodes bien déterminées. Presque tous les 3-4 ans, il y a une nouvelle rébellion qui naît sur les cendres de la première. C'est pratiquement un marché de dupes. Si vous n'avez pas une armée qui peut sécuriser les frontières et la population, vous ne faites pas le poids face aux voisins. Et c'est le problème de la RDC. L'armée congolaise savoure pour le moment ses victoires et promet de venir à bout du M23. Il faudra bien un jour concrétiser sa réforme pour garantir la paix aux Congolais. Nicolas Pinault, Washington, La Voix de l'Amérique. Voilà, reportage complet de Nicolas Pinault. Nicolas qui suit de près le dossier Congo et qui m'a rejoint sur ce plateau. Merci Nicolas. Bonjour Jacques. Également avec nous Serge Chamala, conseiller à l'ambassade de la RDC à Washington. Nicolas, je commence par vous. La déroute des rebelles congolais est-elle bel et bien confirmée ce jeudi? En tout cas, militairement, c'est vrai que les FARDC ont fait une percée fulgurante. Actuellement, il y a encore des combats, notamment auprès de Bunagana, dans les collines, de Chanzu, de Runyoni. Et on signale aussi des combats un petit peu autour de Bunagana, notamment à Adjomba. Alors, évidemment, le rapport de force s'est totalement inversé. Est-ce à dire que c'est la fin militaire du M23? Je pense qu'il va falloir encore attendre un petit peu. Mais en tout cas, le rapport de force est clairement à l'avantage de l'armée congolaise. Alors, le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, a d'ores et déjà parlé de la fin militaire du M23. Est-ce à dire que Kinshasa, pour vous, a repris le contrôle au Nord Kivu? Les rebelles se sont-ils, comme vient de le dire Nicolas, tout simplement retranchés pour mieux contre-attaquer, Serge?
Non, premièrement, nous n'avons jamais perdu le contrôle du Nord Kivu. Les rebelles contrôlaient quelques villes stratégiques avec une offensive éclair, comme vous avez vu la semaine passée et cette semaine. Les rebelles contrôlaient quand même ces villes. Bon, ils contrôlaient quelques villes. Des villes stratégiques. Des villes stratégiques, ouais. Nous avons récupéré les villes et libéré la population. Comme le président de la République l'a dit lui-même, on n'a pas exclu le dialogue. Nous, on continue à faire le dialogue, la diplomatie, mais on ne pouvait pas rester dans un état de guerre permanent. Nicolas, nous nous souvenons de la débâcle des FARDC en novembre 2012 et la prise de Goma, mais aujourd'hui, cette même armée a infligé des revers cinglants au M23. Qu'est-ce qui peut bien expliquer ces derniers succès militaires des FARDC? Moi, je pense que déjà, il y a un appui logistique indéniable de la MONUSCO. Alors, évidemment, la force onusienne affirme ne pas être directement impliquée dans les combats. Elle parle de soutien logistique, de renseignement. Mais clairement, il y a une poussée du dispositif, notamment grâce aux hélicoptères. Et deuxièmement, je pense que l'armée congolaise avait une revanche à prendre. Et je pense que beaucoup des hommes de troupes congolais n'ont vraiment pas apprécié, on peut les comprendre, la défaite. Vous en avez parlé, la débâcle, comme vous l'avez appelé, et la prise de Goma. Et je pense qu'ils avaient vraiment à cœur de défendre la patrie. Et donc je pense que l'un dans l'autre, ces deux éléments ont joué pour parler évidemment de cette victoire. Et il y a aussi l'autre côté, comment expliquer cette déroute du M23, le M23 si fort et si militairement préparé il y a un an à peine. Comment a-t-il pu déjouer autant? Il va falloir analyser cela. Mais les soutiens militaires, et notamment les soutiens étrangers, qui ont été imputés au Rwanda, ils ont peut-être fait défaut, en tout cas, sur cette attaque de l'armée congolaise. Le Rwanda et l'Ouganda accusés régulièrement de soutien au M23. Donc il y a certains observateurs qui disent peut-être maintenant ils ont été lâchés par ces deux pays. Mais en tout cas, il y a une pression très très forte de la communauté internationale et notre invité pourra aussi le confirmer. On le voit à l'ONU, le balai diplomatique est très fort. Le Rwanda est actuellement membre non permanent du Conseil de sécurité. Et depuis un an, on voit notamment, il y a eu les coups de fil de Barack Obama directement à Paul Kagame. Même si le Rwanda a toujours démenti tout soutien au M23, il y a eu cette pression croissante. Et peut-être que ça a joué. Et puis l'autre peut-être élément important, c'est que la MONUSCO est montée en régime, on va dire. Il y a eu cette brigade d'intervention qui est là depuis 3-4 mois. Les bailleurs de fonds, la MONUSCO est là depuis 1999 en RDC. Les bailleurs de fonds ont envie d'avoir des résultats sur le terrain. On ne peut pas être depuis 14 ans dans un pays et qu'il y ait une guerre permanente, avoir plus de 17 000 hommes sur le terrain et qu'il n'y ait pas de résultats, puisque la fonction principale de la MONUSCO, c'est la paix. Et donc peut-être qu'il y a tous ces facteurs l'un dans l'autre qui ont pu expliquer en tout cas ce résultat actuel. Une brigade d'intervention forte de 3 000 hommes. Il y a un casque bleu qui a été tué. Il faut le dire. Alors, Serge, toujours est-il que l'armée congolaise est régulièrement accusée d'indiscipline et de constituer une menace pour ceux qu'elle est censée protéger. Est-ce à dire que c'est une nouvelle armée que nous sommes donnés à voir ces jours-ci? Définitivement, c'était l'objectif du président, c'était même une de ses priorités, de réformer l'armée, de faire une réforme du secteur sécuritaire. Donc je pense qu'il y a un changement de leadership dans l'armée. Il y a même dans son discours, le président a parlé des réformes qu'il allait faire pour mettre en place des organes qui vont faire sûr que les militaires restent disciplinés. Donc, vous voyez, il y a tout un changement, même changement de mentalité. On a fourni des matériaux chez nos hommes. Donc, vraiment, ils ont augmenté en capacité. Alors, ces conquêtes de l'armée congolaise ne vont-elles pas réconforter l'intransigeance du président Joseph Kabila et de son régime dans les pourparlers de paix déjà interrompus à Kampala, Nicolas? Bon, notre invité l'a rappelé, le président congolais reste ouvert au dialogue, mais que négocier face à justement une partie qui ne maîtrise quasiment plus rien sur le terrain? Quelles vont être les exigences? On voit mal le régime Kabila faire des concessions à un adversaire quasiment sur la déroute. Alors c'est vrai, le président l'a rappelé, il y a une semaine déjà, il va mettre en place un gouvernement de cohésion nationale et c'était une des demandes fortes des rebelles, même si dans les revendications du M23 on mélangeait un petit peu tout et n'importe quoi par rapport à la réalité du terrain. Mais le président congolais a annoncé évidemment cette formation d'un gouvernement. Il y avait aussi également les concertations nationales auxquelles, il faut le rappeler, toute l'opposition congolaise ne participait pas, certains boycottaient. Il y a des ouvertures du côté du régime Kabila, mais peut-être revenir sur l'armée. Il y a encore beaucoup de travail à faire, on en parle depuis des années, cette réforme de l'armée congolaise. Il y a encore beaucoup à faire et cette seule victoire militaire ne va pas rassurer en tout cas la communauté internationale, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais demandons à Serge, que vont justement devenir ces négociations? Écoute, là pour le moment les choses ont pratiquement changé sur le terrain.
Nous allons réévaluer nos options. Et Parmi ces options, il ne sera plus question de négocier avec les rebelles? On verra. On les a donné nos revendications, ce que nous on attendait d'eux. Et c'est à eux de réagir. Le président a déjà mis tout en place à Kinshasa, mais maintenant ça dépend du M23. Oui, mais pourquoi Kinshasa n'a jamais pu parvenir à une solution politique avec les rebelles? Parce que les rebelles demandaient une amnistie globale. Nous ne voulons plus d'amnistie globale, parce que dans le mouvement, il y a des criminels. Il y a aussi des mercenaires. Non, on ne peut plus intégrer les mercenaires dans l'armée congolaise. C'est ça la cause du problème même. Donc je pense qu'on va voir la situation cas par cas. Et on va amnistier les gens qu'on pense qui méritent l'amnistie, et puis les autres, on va voir leur sort. Et j'ajoute en fait que, évidemment, nous avons lancé des invitations aux représentants du M23, mais malheureusement, personne n'a répondu à nos appels. Mais Nicolas, si je peux vous demander de jouer à l'avocat du diable, le M23 a-t-il été raisonnable dans ses revendications? Y a-t-il eu certaines conditions qui auraient pu paraître légitimes de la part de ces rebelles? Bon, il y a les revendications qui durent quasiment depuis 96-97, c'est notamment la prise en compte des préoccupations des populations Tutsi dans l'est de la RDC, un meilleur partage des ressources minières. Ça, ce sont deux éléments clés qui reviennent à chaque fois. Alors certains vous diront que ce sont des prétextes pour faire la guerre et prendre les armes et contrôler des territoires, mais c'est des revendications. On a parlé du M23, c'était vrai pour le RCD, c'était vrai pour le CNDP, qui étaient les groupes antérieurs au M23. Et si jamais il y a une autre rébellion, ce sera peut-être un jour les mêmes revendications. Il y a vraiment cette idée aussi de bonne gouvernance, notamment dans l'Est. La RDC est un pays immense et c'est vrai que notamment certains demandent une meilleure gestion dans la vie des provinces, notamment la riche province du Nord Kivu qui est riche en minerais notamment. Si je peux revenir à cette question d'amnistie, voilà ce que dit Jean-Paul Epengue, le porte-parole du mouvement en Europe. Alors, il dit que nous sommes d'accord, mais exigeons une amnistie globale, comme vous venez de le dire. Pourquoi Kinshasa veut-il exclure Sultani Makenga, le chef militaire du M23, et certains autres chefs militaires du M23? Ils sont certes sous le coup des sanctions des Nations Unies, mais ils ne sont pas recherchés par une juridiction internationale. Parce que nous voulons mettre fin à cette culture d'impunité. Vous savez, on a donné l'amnistie globale quand c'était CNDP. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a eu une rébellion. Ce sont les mêmes personnes qui ont formé la rébellion avec le M23, ce sont les mêmes personnes qui ont formé la rébellion quand il s'agissait du CNDP. Donc on ne peut pas continuer à récompenser les mauvaises habitudes. Il est temps de changer. Il parle également de la menace FDLR, les forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Alors, est-ce que c'est pas possible d'arriver à quelque chose à ce niveau-là? Le problème de FDLR, c'est un problème régional, parce que c'est un problème d'abord qui concerne le Rwanda. Nous, on est victime du problème qui se passe au Rwanda. Donc on va essayer de faire notre mieux, d'essayer de neutraliser les mouvements FDLR. On a déjà commencé avec l'ONU et maintenant ça dépend de la politique domestique du président Kagame. Et voilà, il vous dit que nous démobiliserons si cette menace est éliminée, la menace FDLR. Ben, la menace, ça vient d'où? C'est eux qui font la menace au Kivu, c'est pas l'FDLR, c'est eux. Mais peut-être pour nuancer peut-être un petit peu, les FDLR, quasiment maintenant depuis 20 ans, depuis le génocide rwandais, qui occupent justement cette partie du territoire congolais, on ne peut pas exclure du problème, c'est des gens qui se sont mariés, c'est des gens qui ont eu des enfants, et c'est des gens qui font partie de la population. Alors évidemment, il faut les démobiliser, il faut les désarmer, mais dire que c'est uniquement maintenant un problème rwandais, ce n'est plus vraiment d'actualité, c'est un problème régional et il a raison. Tant que Kigali ne donnera pas les clés, Kigali ne voudra jamais d'un retour des Hutus, des extrémistes Hutus sur leur territoire, mais ces gens, et c'est là où la partie congolaise doit aussi intervenir, ces gens ont une famille maintenant sur place, ces gens ont des enfants, et ces gens se sont installés depuis maintenant quasiment 2 décennies sur le territoire. C'est une question très très complexe et on ne peut pas seulement regarder ça sous l'angle de la question militaire. Non mais si je peux ajouter un mot, même le président l'a dit hier, on va leur demander de désarmer. S'ils refusent, on va faire ça par la force.
Voilà, dans un instant, vos commentaires Facebook avant de retrouver nos invités. Et puis, un peu plus tard, rendez-vous avec Roger Muntu qui nous dira pourquoi des artistes congolais sont boycottés par leurs compatriotes à l'étranger. Washington Forum revient après la pause. Jacques Aristide de retour avec vous dans Washington Forum. Nous parlons de la guerre en cours au Congo-Kinshasa. Nos invités, Serge Chamala de l'ambassade de la RDC à Washington et Nicolas Pineau de la VOA. Mais d'abord, vos points de vue exprimés sur notre page Facebook. Josué Kazi de Goma, la solution politique et diplomatique a échoué depuis des années et nous qui sommes sur le terrain avons suffisamment souffert. Voilà au moins la solution militaire qui semble nous apporter de bons résultats. Adoram Kikadilou de Sheila, c'est également en RDC. Les pourparlers ne peuvent plus reprendre car la concertation nationale a décidé de l'usage de la force pour désarmer le M23. Ni Washington ni Paris n'ont d'ordre à donner au peuple congolais. Fabrice Chamala de Cabinda en Angola, Joseph Kabila n'a pas non plus la légitimité de négocier avec le M23. La solution est que Kabila doit remettre le pouvoir. Et Chadar Nounanion de Cotonou, en tout cas, pensez à ces populations innocentes victimes de ces actes de violence. Ce qui m'amène d'ailleurs à poser cette question d'Edmond Ramazani de Lubumbashi, toujours sur Facebook. Les FARDC ont repris le contrôle, c'est bien, mais il y a déjà beaucoup de civils tués, il y a un afflux de déplacés, de guerres, de blessés par balles perdues. Quelles sont les mesures que le gouvernement de Kinshasa a prises pour empêcher la crise humanitaire de s'empirer? Question pour vous, Serge Chamala. Ouais, d'abord, premièrement, nous allons finir avec cette opération militaire et après ça, on va vraiment focaliser sur le développement du Nord Kivu parce que c'est une région qui a beaucoup souffert. Donc d'ici là, je crois que le gouvernement va voter en place des moyens pour essayer d'aider la population qui a été martyrisée par cette guerre. Et en fait, Nicolas, il y a 10 000 personnes encore qui fuient la guerre en cours et donc qui traversent la frontière pour se rendre en Ouganda. Oui, tout à fait. Bon, c'est malheureusement des scènes déjà vues, des combats et des populations civiles qui fuient. Et c'est vrai qu'au-delà de ces événements et de ces combats en cours, il faut savoir qu'il y a énormément de déplacés internes, pas seulement au Nord Kivu, mais également au Sud Kivu, qui est la province voisine. Et c'est vrai que c'est un problème récurrent auquel doivent faire face les autorités congolaises de tous ces déplacés internes, puisqu'on parle du M23, mais il y a également d'autres groupes armés. Vous avez évoqué les FDLR, il y a également tous ces groupes Maï-Maï. Oui. Qui sont dans la région. Donc la violence, évidemment, a un impact direct sur les populations. En fait, les 10 000, ça vient s'ajouter aux 800 000 déjà déplacés. Donc c'est énorme comme chiffre. Alors l'envoyé spécial américain pour la région des Grands Lacs, Russell Fingold, a parlé lundi d'une poudrière qui menace la région, donc qui menace de provoquer une guerre régionale. Des experts de l'ONU ont déjà accusé le Rwanda et l'Ouganda, on le disait tout à l'heure, de soutenir les rebelles, ce que démentent catégoriquement les deux pays. Mais Nicolas, pourquoi ce conflit congolais fait-il craindre des hostilités à l'échelle régionale? Bon, tout d'abord, géographiquement, c'est vrai que ce conflit au Nord Kivu, il y a des frontières communes, vous l'avez rappelé, avec le Rwanda voisin, avec l'Ouganda un peu plus au nord. Mais fondamentalement, et c'est ce que tous les experts s'accordent, c'est que cette région congolaise est tellement riche en ressources et évidemment attire les convoitises, notamment des voisins. Et c'est pas la première fois, depuis notamment la Seconde Guerre du Congo, on avait vu ça clairement, ce conflit régional qui peut éclater justement. Et on avait entendu récemment l'ambassadeur auprès des Nations Unies, l'ambassadeur rwandais, qui tenait sur la table puisqu'il accusait notamment les forces congolaises de bombardement sur l'autre côté de la frontière. Donc on voit qu'à tout moment, ça peut basculer justement. Et il faudra voir comment, notamment, le Rwanda va réagir à la situation actuelle. Voilà. Alors, Serge, que fait le régime de Kinshasa pour empêcher une certaine internationalisation de ce conflit? Nous, on se défend. Nous sommes un pays agressé. Donc, je ne sais pas ce que le sénateur Fingold voulait dire par une guerre régionale. Nous, on utilise tous les moyens nécessaires pour défendre notre territoire et notre population.
Alors, les revers infligés au M23 peuvent-ils être décisifs et laisser entrevoir le retour d'une paix durable dans la région, Nicolas? Oui, c'est ce qu'on peut souhaiter en tout cas pour les populations, mais fondamentalement il va falloir s'attaquer à, je pense, deux problèmes majeurs. Tout d'abord, le désarmement de tous ces groupes armés. C'est très facile de prendre les armes et après de se voir en quelque sorte récompensé. Ça a été le cas dans le passé avec les intégrations successives au sein de l'armée congolaise. Il semble qu'il y ait un mouvement et un signal fort envoyé par Kinshasa que c'est la fin de l'impunité, que ça ne se passera plus comme ça. Donc à voir si concrètement sur le terrain ça se passe comme ça. Et la deuxième question fondamentale, c'est comment la population va bénéficier de toutes ces richesses. Et si je peux peut-être pointer, moi, quelque chose qui me préoccupe, c'est qu'on a actuellement le début de l'exploration pétrolière, notamment dans le territoire de Beni, qui se trouve dans le Nord Kivu, à côté du lac Albert. Et pensez à tous ces minerais dont dispose déjà le Nord Kivu. Ajoutez-y la question du pétrole, et on l'a vu partout dans le monde, dans de nombreux conflits. Le pétrole attire encore plus les convoitises. Que va-t-il se passer? Les autorités de Kinshasa affirment que justement, pour le moment, on est dans le cadre que de l'exploration et pas de l'exploitation. Mais il va falloir vraiment être très vigilant sur ce partage des richesses qui ne manquera pas une nouvelle fois d'attirer les convoitises, voilà, notamment des voisins. Et vous réagissez comment? Déjà, en RDC, il y a une constitution. Il y a des gouvernements régionaux. Vous savez, donc ça veut dire que nous, ce que nous on fait comme gouvernement, c'est remettre l'état de droit dans notre pays. Et après ça, toute cette question que vous avez posée, c'est déjà dans la constitution. Tous les partages de richesses, comment on peut gérer les ressources du Congo, c'est dans les constitutions. On doit mettre ça en pratique, c'est tout. Nicolas a parlé de ces groupes armés toujours actifs dans la région. On parle d'une trentaine de groupes en fait. Alors la solution passera-t-elle forcément par les négociations? On favorise les négociations, mais au cas où, il y a toujours les forces armées qui peuvent leur désarmer par force. Oui, d'autant que la brigade de l'ONU a ce mandat, ce n'est pas un mandat exclusif sur le M23, c'est un mandat sur tous les groupes armés dans la région. Donc on peut estimer que si le M23 est déclaré vaincu, peut-être que la brigade d'intervention de l'ONU peut-être s'attaquera à d'autres groupes armés. On a cité les FDLR, mais il y a également les Maïmaï qui préoccupent dans la région. Et il y a un autre groupe dont on ne parle pas beaucoup et une province dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est aussi très très riche au Congo, c'est le Katanga. On a cette résurgence avec les Baka Katanga, justement ce groupe armé qui fait des siennes. Et on voit le Katanga, évidemment avec Lubumbashi, la deuxième ville congolaise, et cette province si riche du Katanga. C'est aussi un province. Alors, le Katanga est beaucoup plus stable que le Nord Kivu, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais on a ces éléments de poudrière, justement, où on a des groupes armés. Alors, les Baka Katanga, on entend parler d'indépendance et de sécession, mais c'est sur un autre registre. Mais on a, encore une fois, ce scénario de groupes armés qui viennent déstabiliser et qui créent une nouvelle fois des souffrances de la population. Donc, on avait l'impression qu'il y avait un certain espoir qui naît comme ça après ce coup de force de l'armée congolaise. Mais comme vient de le dire Nicolas, il y a des problèmes ailleurs. Alors finalement, si le M23 disparaît, les problèmes du Congo malheureusement demeurent. Maintenant, c'est ça le point que le président a fait pendant son discours. C'est le but de la cohésion nationale, la concertation nationale qu'on a fait à Kinshasa, c'est pour qu'on essaie de régler tous ces problèmes-là. Donc, alors vous restez avec nous, la musique comme on dit adoucit les mœurs, mais il y a des musiciens congolais malheureusement qui ne sont pas toujours les bienvenus par leurs propres compatriotes à l'étranger. Pour nous dire pourquoi, j'accueille Roger Muntu. Salut Roger. Salut Jacques. Alors en effet Jacques, depuis plus de 3 ans, les artistes congolais de la RDC ne peuvent plus se produire sereinement en Europe ou en Amérique. Les Congolais vivant à l'étranger, se surnommant les combattants et férocement engagés dans la lutte politique, pensent que la musique de ces artistes, n'est-ce pas, déprécie et déprave le mœurs et même détourne l'esprit des citoyens des affaires publiques de la RDC. Dans la diaspora congolaise des États-Unis d'Amérique, les avis, Jacques, sont partagés. Hier, c'était des concerts comme celui-ci à Washington de Fally Ipupa et Jordan Koussa. Les artistes congolais tels que Baby Black Ndombe venaient en Occident pour enregistrer, réaliser leurs clips vidéo et se produire en concert. Aujourd'hui, les combattants congolais s'y opposent. L'un d'eux, Gino Mukasa, nous explique le pourquoi de cette interdiction. La musique congolaise, pendant plusieurs années, avait complètement dévié le sens de la bonne musique que le Luambo et autres ont joué plusieurs années avant. La musique était devenue une musique pornographique. En termes clairs, les musiciens n'ont pas fait le choix
d'une musique éducative qui peut apporter quelque chose dans la mentalité de la communauté. Dédé Nemouine, un étudiant congolais en Caroline du Nord, ne partage pas cet avis. Des débats là où les choses se changent. C'est comme ça qu'on change les choses. Ça fait combien d'années déjà qu'ils ont commencé à tabasser ces musiciens? Ça fait déjà plus de 3 ans. Mais qu'est-ce qu'on a reçu? Qu'est-ce qu'on a eu par rapport à ça? Quel changement il y a eu? Il n'y a rien du tout. Dr Georges Alula, écrivain et opposant congolais, croit que c'est un fléau que le gouvernement congolais ne peut pas continuer d'ignorer. Depuis 1998, les gens qui sont à l'extérieur, dans la diaspora, voyant cette douleur de notre population, ils se sont dit on va prendre des mesures. La première des mesures a été prise vraiment contre les politiques. Contre les politiques, on a vu, il ne faut pas minimiser les choses. On a vu les directeurs du cabinet du président de la République, je dis bien directeur du cabinet du président de la République, Cheo Kitundu, se faire agresser à Londres. Jolili Kinsala, un producteur et vendeur des disques congolais, nous dit que cette situation affecte son business. En tout cas, ça fait, tu vois que quand tu fais quelque chose, il n'y a pas de promotion, c'est dire. Mais le signal c'était bon. Il fallait sensibiliser tout le monde. Et puis que les musiciens prennent conscience. Tu vois que toi tu marches bien, mais votre voisin. Nous avons négligé ou n'avons pas fait attention à ces enfants que nous avons eus à l'étranger et qui ne connaissent pas nos pesanteurs que nous avons amenés de l'Afrique vers les pays où nous habitons. Des jeunes gens qui peuvent s'élever pour ces pays, de dire que les images des femmes violées, les images des assassinats... Tout cela est déplorable pour les amoureux de la musique congolaise, mais les combattants pensent que les artistes congolais doivent prendre une posture plus nette quant à leur rapport avec la question politique et le patriotisme. Les mélomanes congolais, eux, veulent tout simplement continuer à savourer leur rumba en toute quiétude. L'artiste congolais J.V. Mpiana, que M. Serge Chamala connaît très bien, a prévu un concert au Zénith de Paris pour le 21 décembre prochain. Il s'est donné pour mission de défendre les intérêts des artistes, mais aussi des producteurs des spectacles en Europe. Il devra compter avec, bien sûr, les combattants de la diaspora congolais en Europe qui jurent complètement tout bouleverser. Jacques.